بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين. كنقدم راسي نفسي أنا أستاذة العمري زينب ثانوية حسن الثاني أستاذة مادة الاقتصاد سنة أولى بكالوريا. إن شاء الله اليوم غادي نبداو الدرس ديال On a commencé la troisième partie, les emplois et les ressources des revenus. Donc, j'ai déjà fait la leçon de la consommation, c'est la séquence numéro 1 avec mes élèves. Maintenant, je passe à la séquence numéro 2 qui est l'épargne. Oui, alors tout d'abord, on doit bien sûr définir l'épargne. Qu'est-ce que l'épargne? L'épargne, c'est la partie du revenu non consommé immédiatement et qui peut être consommé ultérieurement. Donc, pour calculer l'épargne, qu'est-ce qu'on fait? On a dit que c'est une partie du revenu. Donc, l'épargne égale à quoi? C'est une partie du revenu. Une partie, ça veut dire qu'il y a d'autres parties qui est la consommation. Donc, l'épargne, c'est quoi? C'est le revenu moins la consommation. Le revenu, c'est quoi? On a déjà expliqué le revenu. C'est la rémunération des facteurs de production. La consommation, c'est l'acte d'utiliser un bien ou un service pour satisfaire nos besoins. Alors, comment se forme l'épargne? Donc, la formation de l'épargne, c'est quoi? C'est chez, par exemple, chez les ménages, la formation de l'épargne. Alors, chez les ménages, c'est quoi l'épargne? C'est la partie, on a dit, non consommée du revenu. Donc, c'est le reste du revenu. Partie non consommée. Alors, chez les entreprises, c'est la partie du bénéfice non utilisée et qui représente l'autofinancement. C'est-à-dire ce que l'entreprise réserve pour l'investissement, pour l'achat des biens d'équipement et pour l'amortissement, qui représente l'autofinancement. Alors, pour l'État, c'est quoi l'épargne? Pour l'État, c'est la différence positive entre les ressources et les emplois. Alors bien sûr, on a dit, pour chaque agent économique, c'est quoi? Qu'est-ce que représente l'épargne pour lui? Maintenant, on va voir les déterminants de l'épargne, c'est-à-dire l'épargne. Chaque agent économique, ou chaque individu, il peut, lorsqu'il a des ressources, un revenu, il peut faire de l'épargne. Mais bien sûr, ça dépend des facteurs. Quels sont ces facteurs? Alors, il y a la variation des revenus. C'est-à-dire, lorsque le revenu est élevé, bien sûr, l'épargne, elle aussi, elle est élevée, c'est-à-dire qu'on peut épargner. Mais lorsque le revenu il est faible,
oh, c'est difficile d'épargner. Il y a aussi là, donc pour la situation des prix, les prix de vente. Si les prix de vente, bien sûr, s'il y a une augmentation des prix de vente, les personnes, donc, ils ont recours à consommer, à utiliser le revenu dans la consommation, donc il y a moins d'épargne. Il y a aussi, donc il y a la variation des prix, la variation des revenus, il y a les prix, il y a aussi comment on peut dire, il y a aussi le taux d'intérêt. C'est-à-dire le taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on place notre argent à la banque, on bloque notre argent à la banque et la banque nous donne en contrepartie des intérêts. Si la banque augmente le taux d'intérêt, ça motive les personnes à déposer leur argent à la banque. Sinon, donc, il y a la motivation, on peut ne pas épargner. D'accord? Alors, on passe à l'épargne. On peut avoir, par exemple, à l'épargne, les formes de l'épargne. On peut avoir l'épargne, on peut épargner, par exemple, de notre plein gré, volontairement. J'ai un revenu, je consomme une partie et je préserve une autre pour la consommer ultérieurement. Ici, on l'appelle épargne volontaire. C'est de l'épargne faite par un individu volontairement, de son plein gré. Mais par contre, il y a l'épargne forcée. Quand est-ce qu'on fait l'épargne forcée? C'est lorsque l'État nous fait des prélèvements. On a vu les prélèvements dans la répartition secondaire. Il y a les prélèvements fiscaux et les prélèvements parafiscaux. Fiscaux, ce sont les impôts, et parafiscaux, ce sont les cotisations sociales. Alors, les cotisations sociales, lorsque l'État nous fait des prélèvements, c'est-à-dire les prélèvements fiscaux, parafiscaux, l'individu, en contrepartie, bien sûr, il bénéficie de quoi? Des services publics, services, c'est-à-dire au niveau de la sécurité sociale, des services sur nos marchands, c'est-à-dire au niveau des établissements publics et de la santé publique. D'accord? Et il y a aussi l'épargne publique et l'épargne privée. Donc l'épargne privée, c'est l'épargne faite par les individus, les ménages, et par l'entreprise. Lorsqu'on parle d'épargne publique, c'est au niveau de l'État, c'est-à-dire l'épargne faite par l'État. Maintenant, on va se poser la question, Diane, pourquoi on épargne? Pourquoi on épargne? Ça nous donne les motifs et les raisons. Alors, pourquoi épargner? Donc, pourquoi épargner? C'est raison, motif et ce qu'on appelle mobile de l'épargne. Alors, quels sont les mobiles de l'épargne? Pourquoi on va épargner? Alors, la plupart, donc on peut dire une partie de la société épargne pour une raison de protection, de sécurité. J'épargne maintenant parce que j'ai peur de perdre mon travail ultérieurement, ou bien j'ai peur d'une maladie, ou bien j'ai peur de faire un
un accident, par exemple, de travail et je ne peux plus travailler. Ou bien, le fait de devenir vieux, c'est d'avoir une épargne sécurisante. D'accord? Alors, ça, c'est le mobile de précaution. Mobile de précaution, c'est lorsque on veut se sentir sécurisé, on a peur de perte d'emploi, de maladie ou bien de vieillesse. Il y a aussi le mobile de spéculation. C'est quoi la spéculation? La spéculation, c'est lorsque les gens achètent achètent des biens de valeur pour attendre lorsque leur prix augmente pour bénéficier de leur vente. Par exemple, on achète des biens de valeur, des tableaux de valeur, de l'or. Par exemple, des terrains, on achète des terrains, on achète des maisons et on les garde lorsque leur prix augmente. On a des actions dans des entreprises, lorsque le prix augmente, on les vend et bien sûr on bénéficie de cette valeur, de cette vente aussi. Donc le mobile de précaution, c'est quoi? C'est le fait de se sentir sécurisé. On fait de l'épargne pour se sécuriser contre la maladie, la vieillesse, les pertes d'emploi. Le mobile de spéculation, pourquoi on épargne? Parce que les gens épargnent pour acheter, par exemple, des biens de valeur, comme on a dit, les actions, l'or, les terrains, les maisons, c'est-à-dire les biens qui ont de valeur, pour les vendre après, pour bénéficier de leur vente. Donc ça, c'était pourquoi épargner. Oui, alors donc, on passe des mobiles vers les affectations. Qu'est-ce qu'on fait avec l'épargne? Donc, affectation et utilisation de l'épargne. Alors, comme on le sait, il y a une partie de la population, des individus qu'est-ce qu'ils font avec de l'épargne? Ils le gardent chez soi, soit sous forme d'argent liquide ou bien sous forme, par exemple, de l'or. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils le laissent chez soi. Cette affectation, on l'appelle la thésaurisation. La thésaurisation, c'est quoi? C'est le fait de garder son épargne chez soi, soit sous forme d'argent liquide. Par exemple, les gens, ils ont des coffres forts, ils mettent de l'argent dans le coffre-fort, ou bien des bijoux, ou bien des bijoux en or, en diamant, ça dépend. D'accord? Ça s'appelle thésaurisation. On doit donc souligner que la thésaurisation, lorsqu'on parle d'épargne, une épargne thésaurisée, c'est une épargne qui échappe à l'activité économique. Elle n'entre pas dans le circuit. On a déjà vu le circuit économique. Les agents économiques, il y a ménage. Alors, excusez-moi. On a dit que l'épargne thésaurisée, c'est-à-dire l'épargne qu'on garde chez nous. On ne met ni à la banque, ni dans les investissements, ni rien du tout. Donc, le circuit économique, ménage, État, société non financière et société financière. Alors, on a dit que c'est le circuit économique, d'où les flux. C'est bon? Alors, l'épargne thésaurisée, il n'entre pas dans le circuit économique, c'est-à-dire
l'activité économique ne bénéficie jamais de l'épargne thésaurisée. Il est toujours stocké chez les individus. Il y a aussi le placement. Alors le placement, on peut avoir le placement auprès des banques. Donc il y a le placement auprès des banques. Donc maintenant, presque tous les individus, ils ont des comptes en banque. Alors on a placement à vue et placement à terme. C'est quoi un placement à vue? Je dépose mon argent à la banque, mais j'ai la possibilité et la liberté de retirer à chaque moment mon argent. D'accord? Peut-être j'ai un virement, peut-être je dépose de l'argent, de l'épargne à la banque. Donc, à chaque fois, je suis libre de retirer l'argent lorsque je fais un placement à vue, mais bien sûr, pas d'intérêt. Par contre, lorsqu'il y a le placement à terme, ça veut dire que je n'ai le droit de toucher mon épargne qu'à la fin de l'échéance. Il y a une échéance, bien sûr, la banque, c'est elle qui décide. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça dépend. Mais je n'ai le droit de toucher. Mon argent, il est bloqué. Bloqué, ça veut dire je ne le retire pas, je n'ai pas le droit de toucher jusqu'à la fin d'échéance. Et bien sûr, il y a des intérêts. C'est comme si j'ai loué mon argent à la banque et elle, en contrepartie, elle me donne des intérêts. D'accord? Alors ça, c'est le placement à la banque. Il y a le placement par l'achat des titres. Achat des titres. Il y a achat d'actions. Alors, les actions, c'est un titre de propriété, par exemple, dans une entreprise. Ça veut dire que j'ai le droit de bénéficier du bénéfice de l'entreprise. Le revenu qui me vient de l'entreprise par l'achat d'actions, on l'appelle dividende. Puisqu'on a vu la dividende dans la répartition des revenus, dividende, pardon. Dividende, c'est quoi? C'est la partie du bénéfice distribué aux apporteurs de capitaux. Il y a aussi achat des obligations. L'achat des obligations, une obligation c'est quoi? C'est un titre de dette, c'est une dette, j'achète une obligation et lorsque j'ai le terme, l'échéance venue, je bénéficie, je suis remboursé bien sûr sur l'achat plus les intérêts. Donc il y a remboursement